À l'été 2022, un officier du génie de la Bundeswehr ouvrit un tableau de bord qu'il connaissait par cœur. La demande était arrivée de Kiev quelques jours plus tôt. L'Ukraine avait besoin de poseurs de ponts blindés. Pas dans 6 mois, maintenant, le plus grand nombre possible. L'officier regarda les chiffres. Sur les 105 engins de type Biber livrés à la Bundeswehr entre 1973 et 1975, il en restait 28 en service. Pas tous opérationnels immédiatement. La demande ukrainienne portait sur 16 systèmes. Cela signifiait une chose simple et brutale. Si l'Allemagne livrait, elle perdait plus de la moitié de sa capacité restante en ponts blindés en signant un seul document. Et le successeur officiel du Biber, le Leguan, existait bien. Mais il était arrivé dans les unités 3 ans plus tôt seulement, en nombre insuffisant pour équiper même une brigade lourde complète. C'est précisément là que tout a basculé. En juillet 2022, la ministre fédérale de la Défense Christine Lambrecht annonça la décision. 16 Biber pour l'Ukraine. Le paquet comprenait le transport, la remise en état et la formation des équipages ukrainiens. Les 6 premiers engins devaient être livrés avant la fin de l'année, les 10 suivants l'année d'après. Le communiqué officiel du ministère fédéral de la Défense contenait une phrase que beaucoup d'officiers du génie lurent 2 fois. La cession de ce matériel ne limiterait pas de manière prévisible la capacité opérationnelle de la Bundeswehr. Dans les bataillons du génie, cette phrase fut accueillie en silence, car les hommes qui servaient sur ces engins savaient ce que les communiqués ne disaient pas. Ils savaient que les 28 Biber encore en service étaient le reliquat d'une flotte qui avait fondu en 3 décennies, non pas à cause d'une guerre, non pas à cause d'une catastrophe technique, mais à cause d'une succession de décisions administratives, de projets abandonnés et de budgets rognés. Ils savaient aussi que livrer 16 de ces engins à l'Ukraine, c'était livrer des machines que l'Allemagne avait elle-même failli oublier et dont elle allait désormais manquer. Mais pour comprendre comment on en était arrivé là, il fallait remonter bien avant juillet 2022. Il fallait revenir à une époque où le Biber n'était pas encore un souvenir industriel. Une époque où il était la réponse à une question que les états-majors de l'OTAN se posaient chaque semaine. Comment faire traverser un fleuve à une brigade blindée, sous le feu ennemi, en moins de 3 minutes, sans exposer les hommes? C'était la question centrale de la guerre froide en Europe centrale. Et c'était la question à laquelle le Biber avait apporté une réponse que personne d'autre n'avait trouvée avant lui. Ce que personne n'imaginait alors, cette réponse allait être copiée par 10 armées à travers le monde. Les États-Unis allaient en adopter le principe pour leurs propres poseurs de ponts sur châssis Abrams. La Norvège, la Belgique, la Turquie, l'Australie, tous allaient s'en inspirer ou l'acheter directement. Et pendant ce temps, l'armée qui avait inventé la machine allait progressivement la laisser disparaître, projet après projet, budget après budget, jusqu'à ce qu'une guerre en Europe la force à regarder ce qu'il en restait. 28 engins, sur 105. Et c'est précisément là que commence vraiment cette histoire. Non pas en 2022, mais dans les années 60, dans un bureau d'études à Kiel, où des ingénieurs allemands cherchaient à résoudre un problème que leurs alliés, y compris les Français, n'avaient pas encore su résoudre. Ce qu'ils allaient construire allait changer la doctrine du génie blindé pour une génération entière. Au milieu des années 60, les exercices de l'OTAN livraient invariablement le même verdict. Les colonnes blindées soviétiques, dans les simulations, franchissaient les rivières plus vite que les forces occidentales ne pouvaient réagir. Pas parce que l'Ouest manquait de ponts, mais parce que les ponts qu'ils possédaient se déployaient trop lentement et se voyaient de trop loin. Le poseur de pont américain M48 AVLB, qui équipait alors les bataillons du génie de la Bundeswehr, fonctionnait selon le principe des ciseaux. La travée se dressait verticalement avant d'être abaissée sur l'obstacle. Pendant toute la durée de l'opération, plusieurs minutes, la silhouette de l'engin s'élevait bien au-dessus de la ligne d'horizon. Un observateur ennemi, même à distance, pouvait l'identifier, le signaler et diriger un tir précis sur l'équipage avant que le pont ne soit en place. Dans les salles de planification de la Bundeswehr, un officier du génie posa la question qui allait tout changer. Était-il possible de poser un pont sans lever la tête? Le ministère fédéral de la Défense passa commande. La société MAC, Maschinenbau Kiel, qui deviendrait plus tard une filiale de Rheinmetall, reçut le contrat. Les ingénieurs construisirent 2 prototypes. Le premier utilisait un bras télescopique. Le second poussait la travée horizontalement, en translation libre vers l'avant,
sans jamais élever la silhouette du véhicule au-dessus de celle d'un char ordinaire. Les tests parlèrent d'eux-mêmes. Le principe horizontal fut retenu. Ce que personne n'avait anticipé, ce mécanisme, développé dans une usine de Kiel à la fin des années 60, allait devenir la référence mondiale du génie blindé pour les 50 années suivantes. Entre 1973 et 1975, la Bundeswehr réceptionna 105 engins du type Biber. Le système pesait 45 tonnes, atteignait plus de 60 km/h sur route et pouvait déployer son pont de 22 mètres en 2 à 8 minutes, sous protection blindée avec un équipage de 2 hommes seulement. Les véhicules jusqu'à la classe de charge militaire 60 pouvaient emprunter le passage. C'était précisément le poids du Léopard 1. Et ce n'était pas un hasard, puisque le Biber était construit sur le même châssis. Dans les compagnies du génie blindé des brigades de l'OTAN, le Biber devint une constante, pas un accessoire, un élément fondamental du plan de bataille. Et c'est précisément là que le lien avec la France devient concret. En Europe centrale, à la fin des années 70 et pendant toutes les années 80, les forces françaises et allemandes occupaient des secteurs adjacents sur la ligne de défense avancée de l'OTAN. Le concept stratégique de l'Alliance reposait sur une idée simple et exigeante: tenir chaque mètre de terrain, repousser toute percée soviétique avant qu'elle ne devienne une brèche. Dans ce dispositif, les rivières n'étaient pas des obstacles abstraits sur une carte. Elles étaient des réalités tactiques que les brigades blindées devaient pouvoir franchir dans les deux sens, pour contre-attaquer, pour se replier en bon ordre, pour soutenir un flanc menacé. Un bataillon du génie allemand sans Biber, c'était une brigade française sans axe de progression garanti. Ce que les états-majors savaient et que le grand public ignorait, la capacité de franchissement rapide sous le feu n'était pas un détail technique. C'était la condition sine qua non de toute manœuvre offensive ou défensive à grande échelle. Sans pont blindé opérationnel, une colonne de Léopard ou de Leclerc s'arrête devant un canal de 20 mètres comme devant un mur. Le Biber répondait à cette exigence mieux que tout ce qui existait alors. Les États-Unis l'avaient compris. Leurs propres études sur le franchissement blindé les conduisirent, des décennies plus tard, à adopter le même principe horizontal pour leur M104 Wolverine, un poseur de pont sur châssis Abrams dont la conception devait directement au travail des ingénieurs de Kiel. La Norvège équipa ses unités du génie avec le système Leguan, héritier direct du Biber, dès le milieu des années 90. La Belgique suivit. La Turquie commanda 36 systèmes. L'Australie, le Chili, le Danemark, l'Italie, le Canada, les Pays-Bas, la Pologne, tous utilisèrent le Biber ou ses dérivés. La machine conçue dans une usine allemande équipait plus de 10 armées à travers le monde. Et puis la guerre froide prit fin, et avec elle, la logique qui avait justifié chaque commande, chaque budget, chaque décision d'entretien. En 1990, l'Union soviétique commença à se désintégrer. Les états-majors de l'OTAN durent répondre à une question nouvelle et déstabilisante. Pour quelle guerre fallait-il encore se préparer? La réponse, dans la plupart des capitales occidentales, fut la même. Une guerre moins lourde, moins blindée, moins exigeante en matériel lourd. Les dividendes de la paix, cette expression qui allait hanter les décennies suivantes, justifiaient des coupes dans les flottes de chars, dans les stocks de munitions, dans les bataillons du génie. En Allemagne, la Bundeswehr fut réduite de plus de 400 000 à moins de 250 000 hommes. Des brigades furent dissoutes, des casernes fermèrent. Du matériel fut cédé, stocké ou simplement laissé à l'abandon. Le Biber ne figurait sur aucune liste de priorités, ni pour l'investissement, ni pour la modernisation. Ce que personne ne voulait voir, le Léopard 2, lui, continuait d'évoluer. Et chaque évolution allait rendre le problème un peu plus difficile à ignorer. Ce qu'il allait se passer ensuite ne ressemblait pas à une décision. Cela ressemblait à une négligence organisée, et elle allait durer 15 ans. À la fin des années 90, le Léopard 2 entra dans une nouvelle phase de sa vie. Les versions A5 puis A6 arrivèrent dans les unités avec un blindage renforcé, une tourelle redessinée, une protection accrue contre les menaces modernes. La masse de combat du char augmenta en conséquence. La version A6, dans sa configuration complète, dépassait 60 tonnes. Certaines configurations spéciales allaient plus loin encore. Le Biber était conçu pour une classe de charge militaire de 60. En théorie, il pouvait encore porter un Léopard 2.
En pratique, les ingénieurs ne pouvaient plus garantir la sécurité de l'opération dans toutes les conditions de terrain: sol meuble, berge instable, franchissement en urgence sous le feu. La marge était trop faible. Et dans le génie blindé, une marge trop faible signifie une chose précise: le pont ne sera pas utilisé au moment où on en aura le plus besoin. Le commandement de la Bundeswehr fit ce que font les états-majors face à un problème technique coûteux. Il lança un programme. Ce programme s'appelait Panzerschnellbrücke 2, PSB 2. Une nouvelle travée sur châssis Léopard 2, 3 éléments au lieu de 2, capacité de charge nettement supérieure à la classe 70. Les contrats furent signés, les bureaux d'études se mirent au travail, les années passèrent. Et c'est précisément là que tout a basculé, non pas à cause d'un échec technique spectaculaire, mais à cause de quelque chose de plus lent et de plus coûteux. Pendant que l'Allemagne finançait la PSB2 sans résultat visible, d'autres armées avaient déjà trouvé leur réponse. La Norvège utilisait le système Leguan depuis le milieu des années 90. Un poseur de pont développé par MAN Mobile Bridges, filiale allemande de Krauss-Maffei-Wegmann, héritier direct du principe horizontal du Biber. La Belgique l'avait commandé sur châssis Léopard 1. La Turquie en avait acquis 36 exemplaires. Les États-Unis avaient développé leur M104 Wolverine sur le même principe, sur châssis Abrams. Mais après des coupes budgétaires sévères, ils n'en avaient produit que 44 sur les 465 initialement prévus. L'Allemagne, elle, regardait ses voisins s'équiper et continuait de financer un projet qui ne livrait rien. Ce que personne ne disait publiquement, le programme PSB2 était en train de mourir. Pas d'une décision franche, pas d'un vote au Bundestag, pas d'un communiqué de presse. Il mourait de la façon dont meurent les programmes militaires qui n'ont plus de défenseurs suffisamment puissants. Par épuisement administratif, par réunions de moins en moins fréquentes, par rapports de plus en plus courts, par crédits de plus en plus rognés. En 2009, le programme PSB2 fut officiellement considéré comme abandonné. L'Allemagne avait consacré près d'une décennie et des dizaines de millions d'euros à un programme qui n'avait produit aucun engin opérationnel. 0 véhicule livré, 0 capacité nouvelle pour les bataillons du génie. Et pendant tout ce temps, le Biber vieillissait dans les hangars et le Léopard 2 continuait de s'alourdir. La même année 2009, la Bundeswehr commença les essais du système Leguan sur châssis Léopard 2 au centre d'évaluation technique. Le système fonctionnait. La travée de 26 mètres dans sa version standard, les 2 travées de 14 mètres en version courte, une capacité de charge dépassant 70 tonnes, tous les véhicules de combat de la Bundeswehr pouvaient emprunter le passage, y compris les versions les plus lourdes du Léopard 2. Les essais furent concluants, et alors commença la deuxième attente. Le premier contrat pour le Leguan sur châssis Léopard 2 fut signé en octobre 2016, 7 systèmes complets, pour toute la Bundeswehr, pour une armée qui, à ce moment-là, avait encore 28 Biber en service et des engagements croissants sur le flanc est de l'OTAN. 7 engins. Le chiffre mérite d'être répété. À titre de comparaison, la Turquie avait commandé 36 systèmes Leguan. La Belgique disposait d'une unité du génie complètement équipée. La Norvège utilisait le système depuis 20 ans. Et l'Allemagne, le pays dont les ingénieurs avaient conçu le principe, dont l'industrie fabriquait les véhicules, dont l'armée avait validé le système après des années d'essais, commandait 7 exemplaires pour commencer. Les premières livraisons débutèrent en 2018, d'autres suivirent en 2019. Un deuxième lot fut commandé en 2020 pour remplacer l'intégralité des 28 Biber encore en service. Mais les cadences de production, dans une industrie de défense allemande qui avait réduit ses capacités pendant 20 ans de dividendes de la paix, ne permettaient pas de compenser rapidement le retard accumulé. Et pendant ce temps, le monde avait changé. En février 2014, la Russie avait annexé la Crimée. Dans les états-majors de l'OTAN, des scénarios que personne n'avait pris au sérieux depuis la chute du mur revenaient sur les tables de travail. Défense des pays baltes, sécurisation du flanc Est, combat lourd contre un adversaire disposant de grandes unités blindées. Et dans tous ces scénarios, la même réalité tactique revenait. En Pologne orientale, dans les plaines baltes, dans les zones humides devant Tallinn et Riga, il y avait des rivières, des canaux, des obstacles que seuls des poseurs de ponts blindés pouvaient franchir rapidement sous le feu. À partir de 2016,
la Bundeswehr prit la tête d'un groupement tactique de l'OTAN en Lituanie dans le cadre de la présence avancée renforcée. Des chars Léopard 2 furent déployés dans la région. La composante génie qui devait soutenir ces forces en cas de conflit existait sur le papier. Combien de systèmes Léguin opérationnels étaient réellement disponibles pour ces scénarios restait une information interne. Ce que les officiers du génie savaient et que les communiqués officiels ne disaient pas, une brigade lourde sans poseur de pont suffisant, c'est une brigade qui s'arrête devant le premier obstacle naturel que l'ennemi a décidé de défendre. Pas une heure, pas une journée, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée ou jusqu'à ce que la situation tactique rende la question sans objet. En 2022, la question allait cesser d'être théorique. Ce qui allait se passer ensuite ne ressemblait pas à une révélation. Cela ressemblait à une confirmation de ce que beaucoup savaient déjà, mais que personne n'avait voulu dire à voix haute. Le 24 février 2022, à 4 heures du matin, les premières colonnes blindées russes franchirent la frontière ukrainienne sur plusieurs axes simultanément. Ce que les planificateurs russes avaient conçu comme une opération rapide, quelques jours, une capitale encerclée, un gouvernement contraint de négocier, se transforma en quelque chose d'entièrement différent dans les premières heures. Les ponts. Les ingénieurs militaires ukrainiens avaient reçu des ordres clairs avant l'aube. Partout où une colonne blindée russe pouvait utiliser un franchissement fixe, ce franchissement devait disparaître. Des équipes de démolition travaillèrent dans l'obscurité. Des ponts sautèrent sur la Desna, sur l'Irpin, sur des dizaines de cours d'eau dont les noms n'apparaissaient sur aucune carte occidentale grand public. Des colonnes russes qui avançaient à 60 km/h s'arrêtèrent devant des berges défoncées et des tabliers tordus dans l'eau. Ce que les analystes occidentaux observèrent dans les premiers jours stupéfia beaucoup d'entre eux. Des unités blindées russes parmi les mieux équipées sur le papier restaient bloquées pendant des heures, parfois des jours, devant des obstacles hydrauliques que des poseurs de ponts opérationnels auraient franchis en quelques minutes. Les poseurs de ponts soviétiques dont disposait l'armée russe, des MT-55 et MTU-72 hérités de l'ère soviétique, étaient vieux, mal entretenus et insuffisamment nombreux pour les besoins d'une opération de cette ampleur. Plusieurs tentatives de franchissement documentées se soldèrent par des échecs mécaniques ou par des pertes sous le feu ukrainien au moment précis où les engins étaient immobiles en train de déployer leurs travées. Et c'est précisément là que tout a basculé pour la Bundeswehr. Car de l'autre côté du front, l'armée ukrainienne faisait face au même problème, mais dans le sens inverse. Qui veut avancer a besoin de ponts. Les poseurs de ponts soviétiques dont disposaient les forces ukrainiennes étaient encore plus anciens que ceux des Russes. Les MT-55 ukrainiens dataient pour certains des années 70. Les pièces de rechange n'existaient plus. La disponibilité opérationnelle était au mieux partielle. Kiev envoya des demandes à ses partenaires occidentaux, des poseurs de ponts blindés le plus tôt possible, en aussi grand nombre que possible. Les réponses arrivèrent avec hésitation. La Grande-Bretagne disposait de peu de réserves. Les États-Unis avaient retiré du service actif leur M104 Wolverine, et les exemplaires disponibles étaient en nombre incertain. La France ne possédait pas de Bieber, et ses propres engins du génie blindé n'étaient pas en situation d'être cédés rapidement. L'Allemagne, elle, avait 28 Bieber. En juillet 2022, Christine Lambrecht annonça la livraison de 16 Bieber à l'Ukraine. Le communiqué était sobre. Les chiffres, eux, ne l'étaient pas. 16 engins livrés. Il en restait 12. 12 poseurs de ponts blindés pour une armée qui s'était engagée auprès de l'OTAN à fournir une division lourde complète d'ici 2027. Une division lourde qui, selon les standards de planification de l'Alliance, nécessitait une composante génie dotée d'un nombre de poseurs de ponts suffisant pour franchir les obstacles naturels dans sa zone d'action, rivières, canaux, fossés anti-chars, dans des délais tactiquement acceptables. 12 Bieber ne couvraient pas ce besoin, pas même de loin. Ce que personne ne dit dans les communiqués officiels. Les Bieber livrés à l'Ukraine n'étaient pas des engins neufs. Ils avaient été construits entre 1973 et 1975. Ils avaient près de 50 ans. La remise en état avant livraison avait demandé du temps et des ressources. Et sur le terrain ukrainien, une limite technique apparut rapidement. La travée du Bieber, conçue pour une charge militaire de 60, supportait avec difficulté certains véhicules blindés occidentaux lourds
que l'Ukraine avait entre-temps reçu d'autres partenaires. C'était exactement la même limite qui avait conduit la Bundeswehr à lancer le programme PSB2 dans les années 90, le programme qui avait échoué, le programme qui avait été remplacé par le Legion après une décennie perdue. L'Allemagne avait livré à l'Ukraine un engin dont elle avait elle-même reconnu les limites 20 ans plus tôt, parce que c'était tout ce qu'elle avait. Et c'est précisément là qu'une autre question émergea, plus large, plus inconfortable. Au sein de la commission de la défense du Bundestag, des auditions commencèrent à l'automne 2022. La question posée n'était pas seulement celle des Bibers, c'était celle de l'ensemble des cessions à l'Ukraine. Que restait-il à la Bundeswehr après avoir livré des Gepard, des obusiers automoteurs PZH 2000, des véhicules blindés de transport de troupes et maintenant des poseurs de ponts? Les réponses officielles décrivaient des niveaux suffisants. Les officiers qui connaissaient les chiffres réels gardaient leurs conclusions pour les réunions à huis clos. Ce que l'on sut plus tard, le général Eberhard Zorn, alors inspecteur général de la Bundeswehr, avait communiqué en interne dès le printemps 2022 que les cessions à l'Ukraine allaient peser sur la disponibilité opérationnelle de l'armée allemande, même si la ligne officielle restait celle d'un impact gérable. Pour le génie blindé, l'impact n'était pas gérable, il était structurel. Une brigade lourde sans poseur de pont suffisant ne peut pas manœuvrer librement sur un théâtre d'opération européen. Elle ne peut pas franchir un cours d'eau défendu. Elle ne peut pas soutenir une contre-attaque au-delà d'un obstacle naturel. Elle attend. Et dans un combat de haute intensité, attendre devant une rivière n'est pas une option tactique, c'est une vulnérabilité que l'adversaire exploite. La Bundeswehr se retrouvait en 2022 avec cette vulnérabilité exposée au grand jour. Non pas parce qu'une catastrophe imprévisible s'était produite, mais parce qu'une série de décisions prévisibles, prises sur 30 ans, avait conduit exactement là où les planificateurs les plus prudents avaient toujours dit qu'elle conduirait. Le Leguan était commandé. Les livraisons se poursuivaient, mais les cadences ne permettaient pas de combler le vide rapidement. Ce que la Zeitenwende allait changer, ou ne pas changer, c'est ce que la dernière partie de cette histoire allait révéler. Le 27 février 2022, 3 jours après le début de l'invasion russe, Olaf Scholz monta à la tribune du Bundestag et prononça un discours que les historiens allaient retenir sous un seul mot. Zeitenwende, le tournant. L'Allemagne allait consacrer 100 milliards d'euros à la modernisation de sa Bundeswehr. Les lacunes capacitaires seraient comblées. Les engagements envers l'OTAN seraient tenus. C'était une rupture avec 30 ans de dividendes de la paix, annoncée en 18 minutes de discours. Dans les bataillons du génie, on écouta. Et on attendit de voir ce que les chiffres allaient dire. Les chiffres arrivèrent progressivement. Le Leguan figurait bien sur les listes de priorités. Des lots supplémentaires furent planifiés. Mais entre une annonce politique et un engin opérationnel dans un hangar de bataillon, il y a en Allemagne un chemin que l'histoire du Biber avait déjà cartographié avec précision. Des années de procédures d'appel d'offres, de négociations contractuelles, de montée en cadence industrielle, de formation d'équipage, de validation opérationnelle. Ce que la Zeitenwende ne pouvait pas changer du jour au lendemain, la capacité de production d'une industrie de défense qui avait réduit ses effectifs et ses chaînes de fabrication pendant 2 décennies. Rheinmetall et KNDS Deutschland annoncèrent des investissements. Des embauches furent planifiées. Mais recruter un soudeur qualifié pour la construction de véhicules blindés ne se fait pas en quelques semaines. Former un équipage de poseurs de ponts ne se fait pas en quelques jours. Et c'est précisément là que la guerre en Ukraine introduisit une complication que personne n'avait anticipée dans les programmes de modernisation. Car pendant que la Bundeswehr commandait de nouveaux Leguas, la guerre redessinait les règles du franchissement blindé. Les 2 camps en Ukraine avaient appris la même leçon par des chemins opposés. Un poseur de pont en action est une cible. Pendant les minutes que dure le déploiement d'une travée, 2 minutes dans les meilleures conditions, 8 minutes dans les pires, l'engin est immobile. Sa position est connue. Et depuis 2022, au-dessus de chaque franchissement potentiel, il y a des drones. Des drones d'observation qui transmettent en temps réel. Des drones d'attaque qui n'ont pas besoin d'une ligne de tir directe depuis une position élevée. Un opérateur assis devant un écran à 10 km
peut diriger un engin de quelques kilogrammes sur un poseur de pont immobile avec une précision que les systèmes antiaériens des années 80 n'auraient pas pu anticiper. L'avantage tactique que les ingénieurs de Mack avaient mis au cœur de la conception du Beaver, la silhouette basse pendant le déploiement, avait été partiellement neutralisé par une technologie qui n'existait pas quand le premier Beaver avait roulé hors de l'usine de Kiel en 1973. Ce que les états-majors européens commencèrent à discuter ouvertement à partir de 2023, comment franchit-on un obstacle sous couverture de drones ennemis? Les réponses explorées étaient multiples. Des systèmes de brouillage embarqués, des rideaux de fumée de nouvelle génération capables de masquer une position pendant une durée plus longue, des plateformes de franchissement téléopérées, sans équipage dans la zone de danger. Rheinmetall et d'autres industriels européens annoncèrent des programmes de recherche dans ces directions. Mais entre un programme de recherche annoncé et un système opérationnel validé, l'histoire du PSB-2 avait appris à tout le monde ce que cette distance pouvait représenter en années et en argent. La Bundeswehr se trouvait donc simultanément face à deux problèmes superposés. Le premier, elle n'avait pas assez de Leguan pour remplir ses engagements actuels envers l'OTAN. Le second, le Leguan lui-même, conçu avant l'ère des drones omniprésents, devrait être repensé ou complété pour rester viable sur un champ de bataille européen de haute intensité. Ce que personne ne formulait clairement dans les documents officiels, mais que les officiers du génie exprimaient sans détour dans les conférences techniques, l'Allemagne avait perdu 20 ans à financer un programme qui n'avait rien livré, puis 10 ans à commander trop peu de ce qui fonctionnait, et se retrouvait maintenant à devoir rattraper ce retard au moment précis où les règles du jeu changeaient à nouveau. Le Beaver n'était pas seulement l'histoire d'un engin remarquable progressivement abandonné. C'était le révélateur d'un cycle que les armées occidentales avaient répété depuis la fin de la guerre froide. Réduire pendant la paix, paniquer pendant la crise, commander en urgence ce qu'on aurait dû maintenir en permanence. La France n'était pas étrangère à ce cycle. Ses propres programmes du génie blindé avaient connu des réductions similaires dans les années 2000 et 2010. Ces engins de franchissement blindés avaient vieilli pendant que les budgets se concentraient sur d'autres priorités. La guerre en Ukraine avait posé à Paris les mêmes questions qu'à Berlin, avec les mêmes réponses inconfortables. Ce que l'histoire du Beaver révèle, au fond, n'est pas spécifiquement allemand. C'est la tentation permanente de croire que les capacités militaires construites pendant une génération peuvent être abandonnées sans conséquence et reconstruites rapidement quand le besoin se fait sentir. L'Ukraine a montré que cette croyance avait un coût mesuré en ponts qui n'existaient plus, en engins qui n'étaient plus là, en brigades qui attendaient devant des rivières que des décisions prises 30 ans plus tôt auraient dû leur permettre de franchir. 105 Beaver en 1975, 28 en 2022, 12 après les livraisons à l'Ukraine. La question qui reste ouverte n'est pas technique, elle est politique, et elle concerne autant Paris que Berlin. Quand une armée sait qu'elle manque d'une capacité essentielle, depuis combien de temps doit-elle le savoir avant d'agir? Et combien de crises doit-il y avoir avant que la réponse ne soit à la hauteur de la question? Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like, partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Dans la prochaine vidéo, je vous raconte l'histoire du char anti-char Kanonenjagdpanzer, l'engin que l'Allemagne a supprimé avant que l'Ukraine ne montre pourquoi il aurait dû rester en service.